bienvenue. Bonsoir. Oui, déjà. Bonsoir. Bienvenue dans le magazine de l'époque. Avec Bonsoir, le reste de l'équipe, on vous accueille sur du Big Flo et Oli. Papa. C'est pas mal. Et oui, parce que Victoire de on la reçoit, musique, tout ça. Exactement, l'homme de médias, mais surtout le père de famille ce soir. Il sera beaucoup question dans l'émission de famille, d'enfants, du bonheur et de l'envie d'en avoir au travers de votre expérience, mais pas que, et de votre livre Qu'est-ce qu'elle a, ma famille, paru chez Grasset. On est vraiment bien dans l'époque et on va tenter de la décrypter ensemble au travers de questions. Marc-Olivier Fogiel, on va en venir à vous, à votre actu et à ce livre. Donc, Qu'est-ce qu'elle a, ma famille, où vous racontez comment vous avez fondé une famille grâce à la GPA, la gestation pour autrui. Vous donnez aussi la parole à d'autres familles ayant eu recours à une femme porteuse. Alors, on va entrer dans le vif du sujet parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui mélangent un petit peu tout. Qu'est-ce que c'est la GPA et qu'est-ce que c'est la PMA ? Alors, la GPA, c'est donc la gestation pour autrui. Donc, on a un recours à une femme qui, quand c'est encadré, le fait pour de bonnes raisons, accepte donc de porter votre propre enfant et elle n'a pas de lien génétique avec cet enfant. C'est-à-dire que vous faites appel à une donneuse d'ovocytes donc, avec laquelle vous faites un embryon et une femme porte cet embryon. Ça, c'est la GPA. La PMA, ça n'a rien à voir. C'est une femme qui peut être mariée avec un homme, mais qui est dans un couple infertile, ou une femme aujourd'hui célibataire, enfin demain j'espère célibataire, ou un couple de femmes, puisque c'est l'objet de la loi bioéthique qui va arriver au mois de juin. Là, il y a une infertilité, et donc il y a là un don d'ovocytes, et un embryon est constitué, et elle porte son propre enfant. Exactement. C'est ça la différence. Entre la GPA est interdite, la PMA est autorisée pour l'instant sous certaines conditions. La PMA aujourd'hui est autorisée pour les couples hétérosexuels mariés infertiles. Ça vient réparer une infertilité médicale en fait. Demain, elle sera peut-être ouverte à une infertilité qu'on appelle sociale, parce que deux femmes ensemble ne peuvent pas faire d'enfants et une femme seule non plus. Alors, on va revenir à votre cas évidemment. Alors François, Mila, Lily et moi, c'est le titre du premier chapitre de ce livre. François, c'est votre époux. Ouais. Mila et Lily, ce sont vos deux filles de 8 et 6 ans. Est-ce que vous avez beaucoup hésité avant d'écrire ce livre ? J'ai beaucoup refusé en fait les propositions qui m'avaient été faites par de nombreux éditeurs de publier un livre, notamment parce qu'on me demandait de raconter mon histoire. Et puis un jour, un éditeur de chez Grasset est venu me voir, Charles Danzig, et me dit voilà, j'aimerais bien que vous fassiez un livre, mais pas sur vous. Il voulait d'ailleurs l'appeler d'autres GPA que la mienne, ou comme la mienne, sans hésiter. Et je me suis dit, sous cet angle-là, ça m'intéressait. On parlera du fond, évidemment, d'autres cas aussi que le vôtre, mais concernant votre famille, est-ce que vos filles, qui sont quand même grandes, 8 et 6 ans, comment elles l'ont vécu ? Est-ce que vous leur en avez parlé avant de le... Il y a eu plein de phases en fait. Au départ, évidemment, je ne pouvais pas envisager de le faire sans leur en parler. Donc, on a discuté ensemble. Je leur ai expliqué pourquoi ça avait un sens de le faire. Donc, elles ont accepté, à la réserve près pour la grande que je lui lise les parties la concernant et qu'elle retire ce qu'elle estimait être trop de l'ordre de son intimité. Donc, j'ai passé un bout de l'été avec elle à retirer un certain nombre de choses. Puis, on est parti. Arrivé la rentrée, donc assez proche de la sortie du livre, puisque le livre est sorti en octobre, c'était la rentrée scolaire, et elle m'a dit... C'était une de mes questions, évidemment. Elles m'ont dit... il faut décaler le livre. On a des nouvelles copines, on ne peut pas affronter ça, etc. Je dis, maintenant c'est trop tard. Donc on est parti, on s'est un peu serré les coudes. Puis après, elles m'ont demandé de l'offrir aux maîtresses, ce que j'ai fait. Et maintenant, elles sont super fières que donc ça existe. Donc elles en sont fières. Alors il y a le livre, il y a eu plein d'étapes. Il y a la promo aussi, vous êtes passé à la télé, il y a eu la couverture de Paris Match. Avec elles l'ont bien vécu, cette médiatisation de leur histoire ? Ouais, objectivement, ouais, parce qu'en fait, il y a la médiatisation et puis il y a leur histoire elle-même. En fait, à partir du moment où on met les mots, qu'on est là et qu'on accompagne, finalement, les choses se passent bien. Vous avez un peu hésité pour la couverture de Match. C'était la première fois qu'une famille homoparentale, avec 2 enfants, une personne connue, était comme ça à la une d'un magazine. L'histoire un peu, je vous raconte l'histoire. En fait, au départ, Match m'a proposé de faire la une. Moi, je ne souhaitais pas, parce que justement, je trouvais que c'était un peu beaucoup. Et puis, j'y réfléchis peu dans l'été. Je me suis dit que c'était un peu paradoxal de faire un livre sur mon histoire, vouloir faire avancer. Et puis, finalement, pas. Donc, finalement, j'ai posé comme condition de faire les photos moi-même, de faire ça avec une agence, que ce ne soit pas Match qui fasse les photos, de façon à pouvoir, si elles ne me convenaient pas, arrêter le process et pas être un peu dans les mains, entre guillemets, de Paris Match, parce qu'une fois qu'on a fait des photos, c'est compliqué de dire de ne pas les publier. Bref, on a dit banco, et puis on est parti pour faire cette une de Match, et le lundi de bouclage de Match, Charles Aznavour meurt.
Donc, Quel con celui-là. je suis assez d'accord, il aurait pu attendre. Non, mais il y a des 10 mecs ans, sur le timing, c'est vraiment très égoïste. Faut être honnête. Je continue mon histoire. Et évidemment, la une de match devient Charles Aznavour et le patron de match propose à ce moment-là que ça devienne une accroche de une. Hein. Je dis, mais ce que je voulais, c'est qu'un journal comme Paris Match, grand public, mette une famille homoparentale à une, ça a un sens, quoi. Et donc, j'ai dit, à ce moment-là, on va mettre tout à la poubelle et tant pis, je prends le risque que ça n'existe pas. Puis finalement, le sujet a tenu la semaine d'après. Olivier Royan a eu le courage de se dire, ça sera peut-être beaucoup moins vendu. Paris Match. Parce que j'avais déjà fait beaucoup de choses et il y avait moins un côté exclusif qu'M Match. Mais il l'a fait et je suis très content de l'avoir fait. Je suis même très fier de l'avoir fait. Dans votre livre, vous écrivez très tôt, j'ai toujours voulu être père. Voilà pourtant ce dont j'ai dû faire le deuil très tôt à la découverte de mon homosexualité. Je vous trouve très fort ce mot deuil. Vous avez renoncé très vite à cette idée? Oui, enfin moi je viens d'une famille où la transmission est importante, une famille, on parlait tout à l'heure d'antisémitisme, une famille juive, où voilà, la transmission a un sens. Et très vite j'ai découvert mon homosexualité, je fais partie de cette génération de gays, je vais avoir 50 ans cette année, où voilà, à l'époque c'était synonyme de renoncement. Et le mot deuil est exactement conforme à ce que j'ai ressenti. Ouais. Et alors à quel moment ou comment avez-vous pensé à la GPA, à la gestation pour autrui? En fait, dans mon parcours de vie, je me suis retrouvé en Thaïlande au moment du tsunami, donc on était en 2004. C'était assez compliqué pour des raisons un peu difficiles à raconter, enfin même pas un peu difficiles, même impossibles à raconter, que j'ai même pas eu la possibilité d'écrire sur le papier. En tout cas, derrière ça, j'ai pas eu d'autres possibilité pour moi de me dire il fallait que je donne un sens à ma vie ou alors il fallait que ça s'arrête. Le sens à ma vie, ça a donc été de se dire qu'il fallait que je fonde une famille. Et à ce moment-là, on commençait à lire des papiers sur la GPA, on commençait à lire la façon dont les choses se faisaient ou qu'elles pouvaient se faire. Donc j'ai voulu aller voir moi-même de quoi il s'agissait aux États-Unis et j'ai vu et j'ai découvert un monde possible et je me suis dit que c'était exactement dans ce mode de procréation que j'allais m'accomplir et je ne le regrette pas une seconde parce que voilà, aujourd'hui la GPA quand elle est cadrée comme c'est fait aux États-Unis avec une vraie discrimination financière parce que ça coûte très cher mais en tout cas c'est possible et plus que ça fait des magnifiques histoires. Payer une mère porteuse, puisque c'est évidemment vous en parliez de l'aspect financier, ça ne vous a jamais gêné? Ça m'a tout le temps gêné, mais la façon dont les choses sont faites aux États-Unis, c'est un peu long à raconter, mais en fait d'abord on ne paye pas, on dédommage à hauteur de ce qu'elle gagnerait si elle continue à travailler à ce moment-là. Les femmes qui sont prêtes à ça, c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de critères, notamment qu'elles gagnent déjà leur vie de façon confortable. Ouais, pour éviter les dérives. Pour éviter les dérives. Et la partie qui leur revient, pour être clair, $20 000, c'est beaucoup d'argent en soi, mais une goutte d'eau à l'échelle de ce qu'elle gagne, c'est grosso modo l'argent qu'elle gagnerait si elle continue à travailler le moment de la grossesse. Alors, la GPA, elle est toujours interdite en France, mais elle existe, vous en êtes la preuve, vous, et puis vous n'êtes pas un cas isolé. Il y en a de plus en plus, même. Les couples, qu'ils soient homo ou hétérosexuels, vivent ce processus. Comment le vivent aussi les enfants issus de la GPA? Lilia Bousfoul a enquêté. C'est la première fois qu'il accepte de témoigner devant une caméra. François Rollands est le mari de Marc-Olivier Fogiel. Ensemble, ils sont les parents de Mila et Lily, toutes les deux nées aux États-Unis grâce à la GPA. S'il a bien voulu répondre à nos questions, c'est pour parler de sa famille et de leur paternité. Je crois qu'on avait ce point commun, c'était cet instinct en fait, de paternité. Quelque chose d'assez naturel qu'on ne peut pas expliquer, mais je crois que lui et moi, on a toujours su qu'un jour ou l'autre, on serait père. Donc on s'est un peu retrouvés sur cette idée. Pourquoi est-ce que la GPA, c'était la seule solution pour vous? À l'époque, nous, en plus, c'était avant le mariage pour tous. Et donc l'adoption n'était pas possible pour les couples homosexuels. Elle était possible pour les pères célibataires. Donc il fallait masquer sa vie, il fallait se cacher, il fallait vraiment mentir pour pouvoir y accéder. Et donc nous, ça nous paraissait impossible de devoir passer par ce mensonge auprès des institutions qui gèrent les adoptions. Donc très naturellement, on s'est tourné vers la GPA. En France, la GPA est illégale. Pourtant, on estime que 200 couples y ont recours chaque année. Dans le Morvan, nous sommes allés à la rencontre de Jonathan et Bénédicte. Il y a 7 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer de l'utérus et qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Il pense un temps à adopter avant de se tourner vers la GPA. Jonathan n'était pas complètement contre l'adoption. Hein. On avait
presque commencé des démarches et au final, moi, je me suis dit non, c'est pas... Pourquoi lui ne pourrait pas transmettre ses gènes, quoi. Déjà, moi, c'est... bon, que je le fasse, voilà, c'est moi qui ai été malade, mais c'est pas lui. Donc, voilà. Dans quelques mois, ils accueilleront une petite fille dont la mère porteuse vit en Floride. Malgré ce bonheur, ils restent inquiets. Depuis 2013, les enfants issus de la GPA sont certes reconnus comme français, mais seul le parent biologique est inscrit au livret de famille. Vous serez jamais la maman de cet enfant? Tout à fait. Légalement, si rien ne change actuellement en France, on peut me dire que je ne serai jamais la mère de ma fille. On voudrait dire à tous ceux qui luttent avec acharnement contre la GPA en France, c'est contre des couples comme nous qui luttent. Et pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de fonder notre famille? C'est juste ça qu'on veut leur dire. La reconnaissance de sa filiation, c'est ce que demande Valentina. Elle est née en 2000 et fait partie des premiers enfants français nés par GPA. Elle a écrit un livre dans lequel elle revendique d'être un enfant comme les autres. Moi, le traumatisme, il vient pas de la GPA, mais il vient plutôt de comment la France nous a traités, parce qu'on n'est toujours pas reconnus à cette heure-ci. Moi, je suis pas reconnue comme la fille de mes parents. Je suis pas dans les registres français. Là, dans l'urgence, je voudrais juste que les enfants qui sont nés comme moi par GPA soient reconnus et reconnus comme des enfants de leurs parents. C'est aussi pour tous ces enfants que Marc-Olivier Fogiel a décidé de sortir du silence et de mener son combat. Depuis plusieurs mois, François l'accompagne avec admiration. Alors au début, j'ai eu peur. J'ai eu peur de la médiatisation de notre famille, j'ai eu peur de menaces ou d'attaques, parce qu'on en a déjà eu par le passé. Après, quand j'ai eu les retours, les messages qu'on a reçus, les très nombreux messages qu'il a reçus, cette crainte que j'ai eue au début, elle a été assez vite effacée par la fierté et par cette fierté. Si vous aviez un message à passer à Marc-Olivier Fogiel? Donc, je suis très très fier de lui, parce que je crois qu'il me regarde là, et qu'il continue très longtemps. Waouh. On avait évoqué l'idée au moment de la sortie du livre de faire un peu de promotion ensemble. Il avait toujours refusé de le faire, donc je suis d'abord surpris de le voir là. Vous êtes ému? Ouais, je suis ému, ouais. Et puis ému par lui, mais aussi par le sujet histoires. lui-même, parce que nous, et c'est aussi ce qui m'a fait écrire ce livre, c'est que pour 1000 raisons, sans aucun privilège, mais comme je suis assez obsessionnel, j'ai compris en m'infiltrant dans les méandres de la loi comment faire protéger mes enfants. Donc mes enfants, moi, sont transcrits à l'état civil, sans aucun piston, sans aucun passe-droit, mais au fruit d'une obstination absolue. Quand je vois des familles, ou quand je vois Valentina, que je connais aujourd'hui, se dire que sa mère n'est toujours pas sa mère aux yeux de l'État français, ça m'émeut et je me sens responsable. Donc, ce que je fais en dehors de la sortie de mon livre, c'est que je passe beaucoup de temps à faire avancer ces sujets-là. Et j'espère qu'Emmanuel Macron, qui a fait la promesse publique de reconnaître ses enfants à l'état civil, et c'est une de ses promesses de campagne, la tiendra. Et tout me laisse penser qu'il le fera. Vous étiez ému il y a quelques secondes. Ça vous touche que vous soyez soutenu comme ça par votre famille et votre mari, avant tout? Ouais, ça me touche, ouais, bien sûr, parce que je sais que j'ai aussi fragilisé la famille en m'exposant. Parce que voilà, moi j'ai l'habitude de ça, donc je sais pourquoi je me suis exposé, je sais pourquoi je l'ai fait, je suis carapacé pour ça. En revanche, ma famille, elle n'est pas médiatique, elle n'est pas médiatisée, elle n'a pas choisi ça, donc je l'ai fait, je l'ai fragilisé, et de me savoir soutenu, ce que je sais au quotidien, mais au point de prendre la parole dans une émission de télé pour le dire alors que c'est contre sa réserve naturelle, oui, ça me touche particulièrement. Ouais. J'ai une question toute simple, vous disiez que vos deux filles... Mon mec, hein. Il est très beau. Vos deux filles, elles ont deux papas, comment elles vous appellent? Alors, ça aussi, ça fait débat aujourd'hui. La grande, elle m'appelle papa et elle appelle François Dadou. Parce que c'est pas son papa génétique, c'est son deuxième parent, sans qu'il y ait une hiérarchie entre les deux, mais voilà. Et la petite appelle François papa parce que c'est son papa génétique, elle m'appelle Daddy. Donc on a 3 noms pour 2 personnes et on se débrouille très bien. Tout va bien. Mais au profit de la polémique là sur parent 1, parent 2, c'est pour ça que c'était rigolo parce que je trouve d'ailleurs que c'était un peu inapproprié d'appeler ça parent 1, parent 2. Il y avait une autre façon de le faire, mais peu importe. Évidemment, comme elles vivent pas sous cloche, on leur raconte tout ça, elles voient ça, donc elles nous ont appelé tout le week-end papa 1, papa 2. Et donc, ça changeait, j'imagine, selon la fille. Ouais, enfin non, selon l'umeur en fait. Elles étaient d'accord toutes les deux pour savoir qui était le papa 1 et le papa 2, mais pas tout le week-end c'était le même. Bon, ça vous fait sourire toutes ces polémiques, qu'il y a des choses plus graves peut-être dans la vie? C'est surtout tellement pas la réalité de ce qu'on... Enfin, dans la vie, c'est beaucoup plus simple que ça, surtout. Les gens sont beaucoup plus cool, et la société, elle est beaucoup plus prête à accepter tout ça que la polémique publique veut bien le laisser penser.